Bon, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement aujourd'hui pour cette conférence de presse qui a pour objet les compromissions de LR avec l'islamisme, alors qui ne s'inscrit pas de manière fortuite dans notre agenda électoral, puisque vous le savez, nous avons fait de ce thème de la lutte contre l'islamisation du continent et de la France, mais aussi de la gangrène islamiste, un enjeu central de notre élection. Nous sommes très investis sur le sujet, d'autant plus avec l'actualité récente qui démontre aujourd'hui l'accélération de l'apparition de l'équivalent d'une police des mœurs islamique sur le sol français, avec une pression à la fois de la charia vestimentaire et alimentaire sur la société française et sur ses jeunes et ses enfants de plus en plus flagrante. Voilà, je ne vais pas revenir sur les épisodes douloureux de ces dernières semaines, mais l'accumulation en quelques jours de cette jeune fille lynchée pour avoir refusé de porter le voile, de cet autre tabassé pour ne pas avoir respecté le ramadan, ou de cet homme poignardé à mort pour, là encore, avoir consommé une boisson en plein ramadan, me semble symptomatique de cela, et je ne m'attarderai pas non plus sur l'actualité concernant l'école publique française et les multiples appels à l'aide et témoignages glaçants à la fois des proviseurs, professeurs et spécialistes du sujet, qui démontrent la violence de cette offensive islamique et de cette pression communautaire qui n'est pas anodine, puisque bien souvent téléguidée, commandée, alimentée par un certain nombre d'organisations pourtant bien identifiées malheureusement, mais qui continuent de sévir par différents canaux sur le sol français et sur le sol européen, parfois avec la complicité, voire même l'argent public, des contribuables français et des élus. Il se trouve que j'ai, dans le cadre de cette thématique, lancé une opération le 10 mars dernier lors du meeting qui s'appelle le Grand Dévoilement, qui se décline en différents épisodes que vous avez peut-être vus. Je me rends en France et en Europe pour dénoncer les manifestations aujourd'hui de cette islamisation et de cette gangrène islamiste. Et la dernière vidéo que j'ai réalisée a été faite à Saint-Chamond auprès de l'élue Isabelle Surplis, dans laquelle je dénonçais l'attitude du maire LR Axel Dugas, qui entretient des relations, on va dire, de proximité forte avec deux mosquées dans sa ville, l'une d'ailleurs dont l'imam passé a fini par être expulsé à la demande d'ailleurs d'Isabelle Surplis pour des propos particulièrement radicaux et intolérables, et l'autre qui est une mosquée publiquement affiliée à Miligorus. Miligorus, vous savez certainement ce que c'est, qui est une organisation turque radicale, islamiste. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les rapports parlementaires sur le sujet, ce sont les services de renseignement allemands qui expliquent que cette organisation a pour ambition d'imposer la charia en Europe et sert de levier d'influence et de pression de l'État turc sur le sol européen, au même titre que les frères musulmans, dont nous parlerons beaucoup dans ce dossier, et qui là aussi est une organisation islamiste secrète, qui a des tentacules partout sur le continent et qui est aussi identifiée comme en quête finalement d'une démarche de conquête islamique sur le sol européen. Bref, dans ces épisodes, et dans l'un d'eux en particulier, je dénonce donc un certain nombre de compromissions de ce maire et d'autres LR, et je conclus cette vidéo en demandant à François-Xavier Bellamy, tête de liste des Républicains, mais aussi et surtout vice-président du parti des LR, ce qu'il pense de ces agissements, s'il les condamne et s'il demande l'exclusion de ces élus LR. Par la suite, il a été interrogé le 16 avril dernier sur TF1 par Adrien Gindre, qui lui a donc posé la question sur ces compromissions, et François-Xavier Bellamy a répondu ne pas voir de quoi Marion Maréchal parlait. Et à partir de là, j'ai souhaité lui répondre, parce que pourtant les preuves sont nombreuses et accablantes, et donc je souhaiterais l'éclairer sur aujourd'hui cet islamo-droitisme qui se caractérise par un discours extrêmement ferme publiquement dans la lutte contre l'islamisme, et qui cache et dissimule dans le même temps la pratique d'un clientélisme islamique en catimini à des fins électorales. Donc je vous ai sélectionné un certain nombre d'exemples. Alors cette liste est non exhaustive, parce que sinon on n'en serait pas sorti. Donc je vous en ai sélectionné 7 particulièrement parlants pour vous illustrer un petit peu la réalité de ce qu'il en est. Je vous distribuerai d'ailleurs un dossier de presse à l'issue qui vous redonnera tous les éléments. Donc premier exemple,
d'islamo-droitisme avéré, de compromission. Valérie Pécresse, qui n'est pas la moindre des figures de LR, que François-Xavier Bellamy lui-même a soutenu jusqu'à la dernière minute aux élections présidentielles. Donc Valérie Pécresse, qui a défendu, je le rappelle, le voile islamique à l'université, qui a été soutenue par Mohamed Eniche, qui a participé à de nombreuses réunions d'ailleurs à ses côtés alors qu'il dirigeait l'UAM 93. Je rappelle l'islamiste Mohamed Eniche, qui a été gravement compromis dans l'affaire Samuel Paty. Il était recteur de la mosquée de Pantin. Il avait publié une vidéo appelant à s'en prendre au professeur décapité par un djihadiste. D'ailleurs, la mosquée de Pantin, pour rappel, a été fermée administrativement jusqu'à son départ. Pour Mohamed Eniche, je cite, retirer du Coran des versets violents ou anti-juifs est une aberration. Et l'UAM 93 est une association proche des islamistes frères musulmans, on y arrive, fondée par des membres du parti tunisien des frères musulmans, ENADA. L'UAM, d'ailleurs, 93 a défendu dans un article le djihad du niqab. Et je cite le verbatim d'ailleurs de Valérie Pécresse à l'occasion de ses invitations. Je cite « Je suis très heureuse d'être ici à l'invitation du secrétaire général de l'UAM. On a des valeurs communes, il faut qu'on résolve la question des lieux de culte le mois sacré du Ramadan. L'important est d'éviter que monte ce fléau de l'islamophobie que l'on sent monter aujourd'hui dans la société française. J'espère qu'un jour vous reconnaîtrez que nous avons fait du bon travail pour vous. Merci !» J'ajouterai que Valérie Pécresse a visité l'école coranique de la mosquée d'Evry-Courcouronnes avec des fillettes voilées aux côtés de l'imam Khalil Meroun, qui voulait, je rappelle, diffuser l'appel à la prière et explique qu'il n'hésite pas, je cite, de culture judéo-chrétienne occidentale. Ensuite, Valérie Pécresse s'est affichée aux côtés de Caleb Larbi, l'organisateur d'un concours de mémorisation des 40 hadiths Nawawi, qui réclame entre autres la peine de mort pour les ex-musulmans. Et enfin, Valérie Pécresse subventionne et obtient le soutien aux élections du rappeur Gims, ancien membre d'une secte islamique accusé de polygamie, qui a demandé à ses frères musulmans de ne plus lui souhaiter le Nouvel An, Noël et les anniversaires, et dont le groupe Section d'Assaut a été accusé d'homophobie. Voilà pour les quelques témoignages et exemples relatifs à Valérie Pécresse. Deuxième sélection, Xavier Bertrand, président LR de la région des Hauts-de-France. Xavier Bertrand qui a, en dépit de ce qu'il dit aujourd'hui d'ailleurs, c'est curieux qu'on ne lui ait pas beaucoup rappelé, financé et visité même le controversé lycée islamique des frères musulmans Averroès de Lille, aux côtés d'ailleurs de l'islamiste Ammar Lasfar, qui est président des musulmans de France, qui je rappelle est l'ex-UOIF, branche française des frères musulmans, pour qui, je cite, les juifs ont soumis l'Occident. Xavier Bertrand a financé une application halal, d'ailleurs lancée par un islamiste. Xavier Bertrand a financé la chaîne WEO qui fait la promotion de l'imam salafiste Boussena, soutien de Tariq Ramadan. Xavier Bertrand a financé la radio islamique Radio Pastel qui a fait la promotion du CCIF, pourtant interdit en France. Et le vice-président de la région Hauts-de-France et maire de Roubaix, Guillaume Delbar, est actuellement poursuivi, le procès est en appel, pour avoir fait financer une association islamique salafiste prosélyte. Troisième exemple d'islamo-droitisme, Pierre Bédier, président LR du département des Yvelines. Pierre Bédier a cédé une parcelle constructible pour une mosquée turque du DİTİB pro-Erdogan, donc c'est le ministère des Affaires religieuses turc, pour information, de 4000 mètres carrés. La mosquée d'ailleurs invitera l'élu à tenir une conférence à l'occasion des élections départementales de 2015. Ce même Pierre Bédier a proposé des appartements sur le même palier pour les familles musulmanes polygames en HLM. Le recteur Mohamed Rabiti de la mosquée salafiste ottomane Afan a été employé comme, je cite, médiateur par la municipalité de Pierre Bédier qui a tenu un discours dans la mosquée. À Mantes-la-Jolie, alors ça, je cite une déclaration en commission d'enquête sénatoriale faite par Bernard Rougier, qui est islamologue. Je cite « À Mantes-la-Jolie, il faut passer par la mosquée pour trouver un logement social ou un emploi dans l'équipe municipale. C'est terrible. Le système politique devient alors un instrument de valorisation du réseau religieux. » Et enfin, les députés maires LR Michel Vialet et Pierre Bédier ont attribué le nom d'une place à Ali Berka, fondateur de la grande mosquée de la ville, qui avait pourtant invité Hassan Iquissen, prédicateur antisémite désormais interdit de séjour en France. Troisième exemple, Bruno Béchiza, maire LR d'Aulnay-sous-Bois, membre également du bureau politique de LR. L'organisation UAM 93, toujours elle, fondée par des frères musulmans, a posté un article en faveur de la candidature de ce monsieur pour les élections municipales et joint le site de campagne sur son site internet. Je ne sais pas ce qu'il faut en conclure. Bruno Béchiza a reçu une délégation de l'UAM 93 à la mairie d'Aulnay-sous-Bois.
Une collaboratrice de ce monsieur a été remerciée d'ailleurs après ses critiques sur le voile islamique. Et 3 mois avant les élections municipales, Bruno Béchiza a prêté un gymnase municipal à des prédicateurs salafistes, dont un proche de Chérif Kouachi. Enfin, Bruno Béchiza a attribué un bail amphithéotique à une école privée musulmane hors contrat dans les locaux d'une ancienne école publique pour une association musulmane sulfureuse et controversée. 5e exemple, Nicolas Daragon, vice-président LR de la région Aura, maire de Valence, porte-parole et membre du conseil stratégique de LR. Alors, Yassine Yildirim, conseiller municipal turc de la majorité de Nicolas Daragon, a tenu des propos niant le génocide arménien. Adem Bencheloug, conseiller municipal de la majorité de Nicolas Daragon, est un ancien élève de l'école d'arabe La Plume. Donc plusieurs élèves sont partis au djihad. C'est aussi un militant de l'association islamique L'Ouverture qui fait la promotion de l'IESH, dont j'ai parlé dans l'une de mes vidéos. Je rappelle, l'IESH, c'est une école coranique qui forme des imams en France et qui est le centre de formation des frères musulmans, fondé d'ailleurs par les frères musulmans et qui continue d'avoir droit de cité dans notre pays. Je rappelle que cette école a été inaugurée par Youssef Al-Qaradawi, qui veut la mort des homosexuels et des juifs et légitime les attentats kamikazes. L'imam Abdallah, soutenu par Nicolas Daragon et l'association L'Ouverture, font la promotion de Mohamed Morsi, Tariq Ramadan, Marwan Mohamed, le Havre du Savoir, Iqwisen, l'imam interdit de séjour en France, le prédicateur Youssef Al-Qaradawi et un terroriste du 13 novembre 2015. Kera Amiri, adjointe à la santé au sein de cette même municipalité d'Aragon et épouse de Adem Bencheloug, a été condamnée pour pratique illégale de la médecine coranique. Nicolas Daragon et Adem Bencheloug soutiennent l'association franco-turque de Valence qui voile les fillettes, soutient Erdogan, collabore avec l'organisation DİTİB, qui avait pourtant refusé de signer la charte contre le séparatisme, et le Diyanet, qui est le ministère des Affaires religieuses turc, qui, je rappelle, veut marier les filles des 9 ans. Enfin, Nicolas Daragon a vendu un terrain municipal en vue d'agrandir une école islamique. Charlie Hebdo avait accusé à l'époque l'association d'être proche des frères musulmans, et une procédure judiciaire est toujours en cours. Avant-dernier exemple, Jacques-Alain Benisti, maire LR de Villiers-sur-Marne. Jacques-Alain Benisti a voté une subvention et activement soutenu la mosquée El Isla, fréquentée par le djihadiste Michael Dos Santos et 12 autres djihadistes, par les imams radicaux Béchir Ben Hassem, qui explique que ceux qui critiquent le prophète méritent la mort, je cite, et Mustapha Mraoui, recruteur d'une filière djihadiste. Lors d'une perquisition précédant sa fermeture préfectorale, les policiers ont découvert que la mosquée El Isla cachait une école coranique et des clandestins. Un fidèle a été suspecté d'avoir joué un rôle dans les attentats du 13 novembre 2015, et enfin le père d'Ayat Boumedienne, compagne d'Amédi Koulibaly, était membre de la direction de la mosquée El Isla. Jacques-Alain Benisti a aussi loué un terrain municipal et un barnum à la mosquée El Isla pour contourner la fermeture préfectorale. Jacques-Alain Benisti a pris la parole à la mosquée Tamoul de Villiers-sur-Marne 9 jours avant l'élection municipale. Comprenne que pour un. Et enfin, Hervé Morin, qui est également un soutien de François-Xavier Bellamy, puisque François-Xavier Bellamy a mis en scène ces derniers mois le travail qu'il menait aux côtés d'Hervé Morin en vue des élections présidentielles de 2027. Et je le rappelle, Hervé Morin qui a, en tant que président de la région Normandie, financé les concerts du sulfureux rappeur islamiste Médine. Je vous donnerai donc tous ces éléments de façon détaillée. Une fois de plus, ils sont non exhaustifs et ils m'apparaissent particulièrement parlants, sourcés. Et donc j'espère qu'après cette conférence de presse, M. Bellamy saura donc de quoi je parle quand j'évoque l'islamodratisme et les compromissions d'élus LR avec aujourd'hui l'islamisme. Et donc j'espère qu'une fois qu'il saura de quoi je parle, eh bien, il prendra la décision en tant que vice-président de LR de condamner ces pratiques, de demander l'exclusion de ces élus de son parti. J'en appelle donc simplement à la cohérence, étant donné que M. Bellamy tient des propos, ainsi que la direction des LR, extrêmement virils à l'égard de l'islamisme. Donc j'aimerais que les actes soient mis en cohérence avec les propositions, pour tout simplement ne pas tromper
l'électeur, notamment le 9 juin prochain. Mais M. Bellamy m'a aussi enjoint, lors de cette interview, à saisir la justice. Et donc je le prends au mot, et c'est pour ça que notre sénateur Stéphane Ravier est ici aujourd'hui, puisque nous avons pris la décision d'activer l'article 40, et donc de donner suite à cet appel à la justice. Est-ce que Stéphane, tu peux... Je peux. Merci Marion. Effectivement, j'ai fait l'effort de venir à la capitale aujourd'hui, alors que il était prévu dans mon agenda. Je participe à l'Assemblée Générale du CIQ du quartier de Canet-Gare, dans le 14e arrondissement. Ça ne vous dira pas grand-chose, mais c'est un des quartiers où le grand remplacement s'est effectué, la boucle est bouclée. J'y étais encore il y a 72 heures pour une visite avec le président de ce comité d'intérêt de quartier. Nous nous sommes retrouvés à une visite statique, au vu de mon petit problème de cheville. Mais cela m'a quand même permis d'observer que ce quartier qui a subi l'installation d'une école coranique il y a quelques années sous l'ère de Jean-Claude Gaudin, sans que celui-ci n'entreprenne une quelconque opposition, eh bien ce quartier est désormais un quartier qui s'est vidé de sa substance, je dirais, européenne, chrétienne, provençale. Ce 50e anniversaire de la disparition de Marcel Pagnol, il est bien triste justement de constater que cette immigration de masse a entraîné cette islamisation de masse, et sous l'ère d'une droite qui n'a pas levé le petit doigt et qui a même participé, là aussi, à ce rapprochement, voire à cette collaboration avec les autorités islamiques. J'en veux, au-delà de ce quartier du Canet, dans le 14e arrondissement, j'en veux pour preuve ce que je rappelais, ce que je dénonçais déjà en 2020, à savoir la participation de ma collègue désormais, sénatrice Valérie Boyer, dans le 12e arrondissement, sa participation à l'inauguration de la mosquée dite des Cailloles, dans le quartier des Cailloles, une participation à laquelle qu'elle a toujours contestée, mais des photos ont été retrouvées d'elle présente ce jour-là, lors de cette inauguration, une mosquée des salafistes des Cailloles, dans le 12e arrondissement, donc, qui était surveillée par la DGSI. Donc, je comprends que Madame Boyer souhaite depuis s'éloigner de cette réalité. J'ai pu dénoncer à maintes reprises auprès du préfet la présence d'autorités ou des représentants des institutions municipales et régionales, et notamment Madame Preciosi, qui représentait Renaud Muselier lors de la réunion annuelle des musulmans du Sud, organisée à l'époque par l'UOIF. Madame Preciosi, encore une fois représentant Renaud Muselier, n'hésitant pas à accueillir les bras ouverts cette réunion, concluant son propos par Inch'Allah, comme on le dit désormais de façon trop courante et même plus provocatrice, jamais provocatrice, sortant de la bouche des représentants, en particulier de la droite. Ça fait bien longtemps que c'est le cas de la part de la gauche. Martine Vassal, qui inaugure une mosquée dans le 13e arrondissement, la mosquée des Cèdres, et à qui on remet à l'imam la médaille du département, jamais en retard d'un aplaventrisme, et une mosquée des Cèdres qui accueillera un individu fiché S faisant la promotion de l'islamisme le plus radical. Donc vous voyez, même si Madame Vassal et Renaud Muselier ont rejoint les rangs du macronisme, j'allais dire l'ADN politique est là. Surtout, ils vont tous se retrouver après les élections européennes. Voilà, la tradition LR, les racines sont là, et les méthodes restent les mêmes. Marseille n'échappe donc pas à la règle. Voilà, petit rappel marseillais, avant effectivement de vous lire le document, la lettre que j'ai envoyée au procureur, à madame le procureur de la République, pardon, et je vais vous en lire
les éléments, ce n'est pas très long. Ça rappelle le fondement de l'article 40, d'ailleurs, qui me permet de la saisir. Donc, Madame le procureur de la République, en ma qualité de parlementaire français, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance de nombreux faits rendus publics sur les réseaux sociaux les 9 et 10 avril dans de nombreuses villes de France, dont la gravité m'a paru suffisante pour justifier le présent signalement effectué sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale, dont les termes sont rappelés ci-après. Il me semble important que vous en preniez vous aussi connaissance. Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Bien que la disposition précitée ne définisse pas les termes d'autorité constituée, il ressort d'une réponse du garde des Sceaux, ministre de la Justice du 1er octobre 2009, que lesdits termes incluent les représentants des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires dont les prérogatives et les rapports ont été définis par la Constitution du 4 octobre 1958. Cette position a du reste été tout naturellement consacrée par la pratique parlementaire depuis. De sorte, mesdames et messieurs, que je suis fondé à vous adresser le présent signalement qui porte sur des faits susceptibles de constituer une infraction au principe de laïcité consacré par la loi du 9 décembre 2005. Je suis fondé à l'adresser au procureur de la République et à vous en faire part. En droit, l'article 35-1 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte ou dans leur dépendance qui en constitue un accessoire indissociable. Il est également interdit d'y afficher, distribuer ou d'y diffuser de la propagande électorale, que ce soit celle d'un candidat ou d'un élu. Au vu de la gravité des agissements en cause, le législateur, par la loi du 24 août 2021, a élargi le champ géographique de l'interdiction aux dépendances qui constituent un accessoire indissociable de ces locaux et élevé la sanction d'une peine de police au niveau d'un délit en sanctionnant la violation des nouvelles dispositions d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. En l'espèce, il ressort de publications sur différents réseaux sociaux, volontairement publiés par les élus municipaux ou à leur insu, que les faits ci-après rapportés se sont déroulés les 9 et 10 avril 2024 à l'occasion de la prière islamique de l'Aïd el-Fitr, dans la mosquée ou dans un lieu prêté aux fidèles pour la cérémonie. Allons-y gaiement. À Cagnes-sur-Mer, M. Louis Nègre, maire de la commune, a pris la parole en sa qualité d'élu, comme chaque année, pour un message de l'Aïd, vantant notamment son bilan municipal en matière de sécurité devant la communauté musulmane réunie dans un gymnase de la ville. À Pont-à-Mousson, M. Henri Lemoine, maire de la commune, a pris la parole en sa qualité d'élu lors de la prière islamique de l'Aïd el-Fitr dans un gymnase municipal. À Metz, M. François Grosdidier, maire de la commune, a participé et est intervenu, en sa qualité d'élu, à de nombreux repas de rupture du jeûne islamique, dit iftar, durant la période du Ramadan, à l'invitation de plusieurs mosquées de la ville. Il en a profité pour vanter l'action de sa commune auprès de la communauté musulmane, notamment l'attribution du parc des expositions de la ville pour la fête de fin du Ramadan. À Colmar, M. Eric Strottmann, maire de la commune, est intervenu en sa qualité d'élu dans 5 mosquées de la ville le matin de la fête islamique de l'Aïd el-Fitr. À Palaiseau, M. Grégoire de Lastérie, maire de la commune, est intervenu en sa qualité d'élu dans au moins 2 rassemblements islamiques à l'occasion des cérémonies de la fête islamique de l'Aïd el-Fitr. À Levallois-Perret, M. Jérôme Karkulovski, adjoint au maire de la commune, est intervenu au nom de Madame le maire Agnès Potier-Dumas devant les fidèles rassemblés sur un stade municipal pour la fête islamique de l'Aïd el-Fitr, vantant les mérites de la municipalité auprès de cette communauté religieuse. À Aulnay-sous-Bois, M. Bruno Béchiza, maire de la commune, est intervenu en sa qualité d'élu devant la communauté musulmane réunie pour la fête islamique
de l'Aïd el-Fitr dans une mosquée de la ville. Il était accompagné de certains élus de sa majorité municipale intervenant en langue arabe, parlant d'un jour béni, je cite, et de jour de glorification de Dieu, rien de moins. Enfin, à Rosny-sous-Bois, M. Jean-Paul Fauconnet, maire de la commune, est intervenu en sa qualité d'élu dans une mosquée de la ville à l'occasion de la fête islamique de l'Aïd el-Fitr, en évoquant notamment l'action de sa municipalité auprès de la communauté musulmane. Cette liste n'est sans doute pas exhaustive, mais en tout cas, elle est déjà bien fournie. Ils sont tous des maires LR, pour information. Et il y a des choses qui vont sans dire, mais qui vont encore mieux en les disant. Ces différentes interventions publiques, leur récurrence dans certains cas, leur contexte et leur contenu laissent à croire que les élus municipaux mentionnés ont tout outrepassé leur devoir de neutralité. Compte tenu de la potentielle gravité de ces faits, il m'apparaît nécessaire de diligenter des actes d'enquête afin de vérifier si, comme je suis porté à le penser, le délit d'atteinte à la laïcité est bien constitué. En conséquence de quoi, en application de l'article 40 du Code de procédure pénale, je porte l'ensemble de ces faits à votre connaissance afin que soit diligentée une enquête préliminaire, lancer les investigations judiciaires nécessaires, déterminer les éléments matériels et ouverte une information judiciaire pour que les élus en question, les élus LR, soient présentés à des magistrats instructeurs en vue de leur mise en examen. Je vous passe la formule de politesse. Voilà ce à quoi l'article 40, je dirais, se résume en l'espèce, ce qu'il me permet de faire, d'agir, et avec, encore une fois, de nombreux exemples qui ne sont sans doute pas les seuls, mais pour d'autres, ils sont passés peut-être sous les radars. Mais nous continuons nos recherches. Voilà, mesdames et messieurs, en quoi Madame le procureur de la République a été saisie par votre serviteur. Merci Stéphane. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter juste que sur M. François Grosdidier à Metz, il est intervenu dans une mosquée du Miligorus. Ça me semble important d'être précisé. C'est le cas également pour M. Stroman, maire LR de Colmar, 2 mosquées Miligorus. Donc on vous a mis un dossier de presse avec des explications sur le Miligorus. Vous verrez la gravité et la dangerosité que représente cette organisation. Et puis pour M. Béchiza, maire LR d'Aulnay-sous-Bois, il a fait ça dans une mosquée qui a invité Hassan Iqiyoussen. Voilà, c'était 3 petites précisions pour dire que non seulement ils font ça dans des mosquées, mais parfois ce sont des mosquées qui ont des signaux extérieurs de radicalité évidents.